Le comptoir, le podcast des GBU. Est-ce que tu estimes avoir assez de temps libre ? Pour l'instant, je suis inactif au niveau professionnel et j'estime ne pas avoir assez de temps libre. Oui, j'en ai beaucoup, moi. Moi, je commence à en avoir. Je n'en avais pas avant, mais maintenant, j'ai des vacances, donc on va dire que j'ai du temps libre. Est-ce que tu penses faire bon usage de ton temps libre ? Franchement, non, mais c'est un truc sur lequel je réfléchis depuis quelques temps. Moi, ça va, je fais du sport et je vois les gens que j'aime bien. Donc, Est-ce que tu es satisfait après avoir pris du temps pour toi ? Après, oui. Quand je me dis avant, il y a un petit sentiment de culpabilité dans le sens où je me dis que ce temps pris pour moi, je pourrais l'utiliser à faire d'autres choses. Mais les bienfaits de ce temps pris pour moi me font oublier mon sentiment de culpabilité initial. Si je sens que j'ai utilisé d'une manière assez, on va dire, intelligente ou une manière fonctionnelle, on va dire, je vais être assez fière de moi, on va dire, donc satisfaite. Le temps d'une vie, tu trouves ça long ou court ? Trop court. Il faudrait plusieurs vies pour être, je pense, en partie satisfait de ce qu'on va faire, du moins si on a des projets. C'est pour ça qu'il faut remercier la Providence et être content de se lever chaque matin en bonne santé, c'est le plus important. il y a un temps pour tout, il y a un temps pour prendre du temps pour soi, après il y a un moment où on peut prendre du temps pour les autres aussi. Et ça dépend de là où on en est dans la vie. Moi je pense que c'est adapté. On perd tellement de temps à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt ou qui nous apportent pas de plaisir personnel. C'est-à-dire que même juste, en général, on est tous là, lui il est en prépa, lui il est en licence, on est en train de travailler pour plus tard, pour avoir justement du temps libre et un plaisir dans le temps libre. Mais finalement, du coup, on passe à côté d'un truc parce qu'on est jeune et on prend. C'est comme si on passait notre temps pour avoir plus de temps plus tard. C'est un peu paradoxal parce que finalement, quand est-ce qu'on aura vraiment du temps, quand est-ce qu'on sera vraiment heureux et satisfait de notre temps, c'est complexe. Salut tout le monde et salut Laurie. Salut Colline, salut tout le monde. Ça fait 43 Nick tes mères qu'on vous a partagé la dernière fois nos réflexions sur les origines. Et on revient aujourd'hui pour un nouveau thème. Oula, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, tu commences par insulter tout le monde Non. Un Nick tes mères, c'est une période de 24 heures. Donc en fait, c'est l'écoulement d'un jour et d'une nuit. Mais en fait, c'est surtout en lien avec le thème de l'épisode dont on va parler, qui est la gestion du temps. Youhou, c'est dans l'air du temps ce thème. Ouais, il arrive juste à temps dans nos vies, là, je pense. Bon, il est temps d'arrêter les jeux de mots pourris et de laisser la parole à Daniel, qui nous a accompagnés pendant 2 ans en tant qu'animateur au comptoir et qui prend aujourd'hui sa retraite. Et c'est l'instant émotion où on te remercie Daniel pour tes réflexions profondes et pour avoir fait du comptoir ce qu'il est aujourd'hui, pour ta bienveillance et pour ta remise en question sur de nombreuses questions existentielles qu'on s'est posées. Et malgré tout ce qu'on en dit, je suis sûre que ton humour va manquer à nos auditeurs. On te laisse la parole une dernière fois. Salut à tous, auditeurs du comptoir. Je vous écris cet audio que j'enregistre pour la 16e fois peut-être, voire plus, parce que je suis pas très doué pour les au revoir, mais je voulais vous dire au revoir parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié tout le temps que j'ai passé dans cette émission, aux côtés de Laurie et de Colline pour l'animation. J'étais super heureux de réfléchir avec vous autour de toutes les différentes thématiques qu'on a pu voir ensemble. Super heureux d'avoir pu donner la parole à plein d'étudiants de toute la France et de les entendre s'exprimer sur plein de sujets différents. C'était hyper enrichissant. Désolé pour toutes les blagues douteuses que vous avez dû subir au fil des émissions, mais pas désolé quand même. C'était quand même un petit plaisir, peut-être égoïste, mais un vrai plaisir aussi. Je vous laisse entre les bonnes mains de Laurie et Colline, et je vous souhaite une super émission. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être au revoir. Ciao. À bientôt peut-être Daniel, et suivez bien les prochains épisodes du comptoir pour voir ce qu'il en est. Allez, on continue. Au passage, merci à Emmanuel, étudiant en développement web en région parisienne. Merci d'avoir demandé à quelques étudiants de ce qu'ils pensaient du sujet. Et on continue à écouter Pierre Norse qui va nous approfondir la définition du temps en termes scientifiques. Et c'est parti. Reportage. Bonjour Pierre Norse et merci d'avoir accepté cette interview avec nous ce matin. Donc vous êtes astrophysicien, vous étudiez donc les étoiles et aujourd'hui on va parler du temps ensemble. Pour commencer, est-ce qu'il existe une définition scientifique du temps et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, c'est un point assez difficile, en fait, mais la notion de temps, on peut dire qu'elle est liée à la notion de fréquence. La fréquence, c'est l'inverse d'une période. La durée d'une journée, c'est une période typique. Et puis, on mesure le temps
à partir de la durée de la journée. En fait, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs jusqu'à vers le milieu du XXe siècle, où la seconde était définie comme étant une fraction de la journée étant définie par la rotation de la Terre. Et il y a 86 400 secondes dans une journée, puisqu'il y a 24 heures de 60 minutes de 60 secondes, donc si vous calculez, ça fait 86 400 secondes. Dans le système international des unités physiques, on définit le Hertz comme étant la fréquence, l'unité fondamentale de la fréquence, c'est un cycle par seconde. Donc vous avez quelque chose qui se répète toutes les secondes, c'est une fréquence d'un Hertz. S'il y a 2 événements par seconde, c'est 2 Hertz, etc. Voilà, donc au fait c'est essentiellement ça, la définition dite scientifique du temps. Ça suppose une répétition régulière. Et maintenant, je crois, officiellement depuis 1967, on définit la seconde à partir d'un phénomène qui est indépendant de la rotation de la Terre, mais qui est plus stable et plus régulier. Depuis justement les années 60, cette définition du temps permet une mesure plus précise que la rotation de la Terre, qui est soumise aux aléas des marées, des déplacements des icebergs dans la mer, enfin toutes sortes de phénomènes qui sont très petits, mais par rapport à la masse de la Terre qui définit quand même essentiellement la fréquence du jour et de la nuit. Mais voilà, on a trouvé mieux. Comment on mesure ce temps et pourquoi est-ce qu'on a choisi de le mesurer? La raison pour laquelle on mesure le temps, ça c'est une question qu'il faut poser aux gens de la préhistoire déjà. Enfin, c'est certainement quelque chose de plus crucial pour les sociétés sédentaires qui avaient besoin de rythme et d'époques bien définies pour faire les semailles, pour faire les moissons, etc. Puis ensuite, c'est devenu un peu plus abstrait pour les fêtes religieuses, si vous voulez. Mais alors évidemment, on pourrait se dire, on peut se contenter de diviser la journée en heures et éventuellement en minutes, si on est un petit peu perfectionniste. Et puis ça suffit, n'est-ce pas? Mais pourquoi définir des secondes et des fractions de secondes? Eh bien, parce que qui dit temps ou intervalle de temps dit aussi possibilité de mesurer les vitesses. Et puis maintenant tout le monde sait que vous avez toute une constellation de satellites qui permettent de définir votre position par le système GPS. Et tout ça est basé sur la vitesse de la lumière et le taux de propagation entre vous et tel ou tel satellite qui permet de vous situer. Et pour ça, il faut pouvoir mesurer la vitesse, enfin surtout le taux de propagation avec une extrême précision, puisque la vitesse de la lumière, c'est quand même 300 000 km/s. Donc, vous faites une erreur d'1 kilomètre si vous vous trompez d'un 300 millième de seconde, quoi. Vous voyez, donc... Est-ce que si Dieu existe, il maîtrise le temps, et qu'est-ce que ça change dans votre vision du temps? Bon, si on prend le Dieu de la Bible, en tout cas, pour se limiter au Dieu de la Bible, il maîtrise non seulement le temps, mais les événements, tous les événements. Donc, c'est assez intéressant parce que ça pose toute la question de la prédestination, des prophéties. Selon la Bible, la tradition judéo-chrétienne, eh bien, Dieu maîtrise le temps et maîtrise toute l'histoire, en fait. Alors, évidemment, ça a pour le croyant quelque chose de rassurant, forcément, parce que tout est dans sa main, et puis y compris notre propre histoire individuelle, pas seulement l'histoire générale, quoi. J'avais peut-être une question plus personnelle. Est-ce que vous avez l'impression de mieux gérer votre temps aujourd'hui, peut-être que vous êtes à la retraite? Oh là là, franchement non. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de votre intérêt, puis merci de m'avoir invité pour ce podcast. Merci Pierre Nors pour cet éclaircissement, malgré cette malheureuse désillusion du fait qu'on n'aura pas beaucoup plus de temps apparemment à la retraite. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire avec le temps que tu espérais avoir à ta retraite? Eh bien, si un jour j'ai une retraite, qu'est-ce que je ferais? Je ferais sans doute de la musique et j'essaierais d'apprendre tous les instruments du monde, mais j'espère le faire avant ma retraite. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour faire toutes ces choses, ou même de ne pas pouvoir arriver à la retraite? En vrai, je crois pas. Et puis, Pierre Nors nous a parlé de l'aspect rassurant pour les croyants de croire que leur Dieu maîtrise le temps. Ouais, mais est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que la volonté d'être rassuré justifie une croyance? C'est vrai que la suite va peut-être nous apporter des réponses. Et on peut donc écouter Manon, qui a fait des études littéraires à Lyon, et qui va nous décrire ce que serait son tableau intitulé Le Temps. Je vous invite à fermer les yeux, à écouter et à imaginer. Bonsoir, tout le monde est confortablement installé, je l'espère. Très bien. Alors j'appréhendais un petit peu la présentation de mon tableau aujourd'hui, pour une raison toute bête que je voulais vous partager en guise de préface. C'est un tableau qui a l'air assez brouillon. Les couleurs ne vont pas bien ensemble, et je suis moi-même confuse quant aux émotions qu'il pourra susciter chez vous, d'où mon désir de vous l'expliquer, alors que vous le découvrez. Le voilà, vous pouvez le retourner. Alors son nom, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire de leur place, c'est Le Temps. Un peu présomptueux de prétendre pouvoir peindre le temps, j'en ai conscience, mais j'avais envie d'un challenge. Parce que pour visualiser correctement une notion abstraite, j'ai personnellement besoin de lui attribuer des couleurs. Sauf que pour illustrer le temps, il y avait un petit peu trop de choix. Et pour cause, sa perception change trop radicalement pour pouvoir lui coller des couleurs fixes. Déjà, je voulais ni de noir ni de blanc, trop manichéen, puis d'ailleurs quand je pense au temps, je pense plutôt à du rouge, à cause du film allemand de 98, Cours Lola, cours. Je pense à son ouverture avec le tic-tac d'une horloge, et je pense aux cheveux rouges de la jeune Lola qui a 20 minutes pour rassembler les 100 000 marks que son copain doit à un mafieux. Elle court comme une dingue, littéralement contre la montre. Alors avec ça en tête, j'ai choisi cette base d'un rouge soutenu pour ma toile. Ensuite, je voulais du vert presque absinthe, parce que j'avais la lumière verte d'un phare en tête. Un manoir luxueux, un ponton qui donne sur la baie de Long Island, et Gatsby, héros du roman éponyme de Francis Scott Fitzgerald, qui observe une lumière verte qui brille depuis l'autre rive de la baie. Je me suis dit qu'il était bienvenu de citer Gatsby sur un tableau représentant le temps, parce que j'ai élevé ce personnage en figure allégorique de l'ennui. Attention, le bonhomme en lui-même est loin d'être ennuyant, je parle ici de sa gestion de l'ennui. Jay Gatsby est monstrueusement riche et monstrueusement amoureux de Daisy, qui habite dans un manoir en face du sien avec son mari. Alors quand il n'est pas occupé à fixer la lumière verte qui annonce le ponton de la maison de Daisy, Gatsby organise des soirées aussi grandioses que débridées, dans l'espoir d'attirer l'attention de Daisy et de tromper l'ennui qui lui inspire sa solitude. De toutes les adaptations du roman, celle qui a su, à mon sens, capter au mieux l'ampleur de ce bruit qui couvre le vide, c'est l'adaptation de 2013, celle de Baz Luhrmann. Ça m'intéressait, ça, comment est-ce que le cinéma illustre l'ennui et le temps qui a l'air de se noyer à l'intérieur. L'exemple de Baz Luhrmann m'a paru assez logique, puisque de toutes les mises en scène possibles de ce sujet, ma préférée est dans sa filmographie, que je traduirais par une espèce de vernis. Un vernis puisqu'il s'agit de tartiner le vide de vacarme et de lumière, sans pouvoir le combler plus que superficiellement du coup. L'ennui chronique, avec le sentiment de vacuité existentielle qu'on lui associe parfois, a l'air plus supportable si on l'étouffe par le bruit et la fureur. Pour soulager un cerveau qui tourne sur des questions insolubles, on sort l'extincteur divertissement et n'importe quelle activité fera l'affaire tant qu'elle crée une diversion dans ce circuit. Mais revenons chez Baz Luhrmann, chez qui la décadence des personnages se lie à la quantité d'artifices autour d'eux. En d'autres mots, plus il y a de paillettes, plus on douille. Et ça me permet du coup de présenter le vernis que j'ai ajouté sur les détails couleur moutarde, là, et puis la couche brillante sur les tons jaunes. A l'inverse, on peut faire comprendre l'ennui par une langueur immobile, la catalepsie des longs après-midi d'été qui s'arrêtent pas. Et l'autre jour, aux alentours de 22h, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je me suis ennuyé comme ça. Un vrai bon ennui, celui qui liquéfie, celui de l'ère pré-réseaux sociaux, quand on ne pouvait pas encore diviser son écran en 3 pages différentes. Alors loin de moi l'idée de cristalliser un temps révolu, il se trouve simplement que mon ennui fleurit mieux sans les stimulations tout azimut que j'ai commencé à cultiver à l'adolescence. En même temps, pour me déculpabiliser de plus pouvoir ralentir, je me suis rappelé que j'étais loin d'être la seule dans ce cas-là. Le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, c'est cocasse, s'appelle How to Stop Time, ou Comment arrêter le temps. J'en suis qu'au début, alors tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'il est question d'un type né en 1581 qui vieillit au ralenti, et qui se retrouve donc millénaire, avec l'apparence d'un homme d'une 40aine d'années. Son auteur, Matt Haig, s'est spécialisé dans les récits de fiction qui jouent avec le temps qui passe, qui stagne, qui se rembobine, le temps qui fascine en tant que notion intangible. Et qu'est-ce qu'on peut en noircir des pages sur ces sujets-là? Bon courage pour trouver un roman où il n'est question ni d'amour, ni de la course inexorable du temps. C'est fascinant et effrayant, ce qu'on contrôle pas. Et c'est en pensant à ça que j'ai dessiné ce joli sablier fendu qu'on devine sur le côté du tableau, en petit hommage à la persistance de la mémoire de Dali. On pourrait abréger en disant que le présent d'ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige,
Et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Les mots viennent des pensées de Pascal, pas des miennes. Mes petites réflexions me ramènent souvent à Pascal, d'ailleurs, ce mathématicien et philosophe du XVIIe siècle. Je suis assez fasciné par son profil de super cerveau et d'amour débordant pour Dieu. Je me suis aussi référé à lui pour trouver un personnage non seulement en dehors du temps, mais qui n'a pas non plus des tendances dépressives, ce qui réduit d'un coup la sélection. Évidemment, celui qui m'est venu à l'esprit, c'est celui qui compose le temps même, celui qui fait toute chose en son temps, celui qui n'est d'ailleurs pas concerné ni par le passé, ni par le futur. C'est même lui qui l'explique, en répondant simplement « je suis » quand on lui demande de se présenter. Pas de « j'étais » ni de « je serai », il est un temps à lui tout seul, sans commencement ni fin. Vous imaginez bien que j'ai eu du mal à représenter un concept pareil, alors je me suis contenté de tracer cette ligne horizontale qui traverse le tableau sans s'arrêter. Pour l'instant, et pour ce tableau, j'ai dessiné une ligne, en attendant de trouver un bouquin ou un film qui illustre mieux le vertige qu'est l'existence de Dieu. L'art au comptoir. Merci Manon, c'est toujours un plaisir de t'accueillir au comptoir. Et si vous êtes un fidèle du podcast, vous vous souvenez qu'elle avait participé à l'épisode sur la psychologie et la religion. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, courez-y, pas de temps à perdre. Elle nous dit que l'ennui est plus supportable quand on a une distraction. Mais dans quelles circonstances on peut s'ennuyer ? Quand est-ce que tu t'es ennuyée toi, par exemple, Colline, pour la dernière fois ? Je pense que la dernière fois que je me suis ennuyée, c'était pendant mes révisions, il y a quelques jours, où j'avais bloqué vraiment un temps sans rien d'autre pour pouvoir bien travailler. Mais en fait, j'avais pas toujours très envie de travailler. Et du coup, j'avais envie de faire des pauses parfois, mais j'avais rien à faire parce que j'avais bloqué du temps. Mais du coup, j'avais des trucs à faire que j'avais pas envie de faire. Et pas de choses pour ne pas faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Manque de distraction, quoi. Pas de distraction, exactement. Et du coup, à moins d'être bloqué comme tu l'as fait, j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas trop dans la vie. Et c'est pas parce que nos vies sont hyper intéressantes, c'est aussi parce que on n'a pas envie de se retrouver inoccupé, parce que ça nous pousse rapidement à l'introspection. On pourrait se lancer un défi pour arrêter de fuir l'introspection. Parce que l'introspection, ça nous permet en fait de prendre conscience de qui on est. On pourrait affronter, par exemple, 1 heure d'ennui. On se pose sans téléphone, sans écran, sans instrument de musique, sans distraction, juste avec un papier et un stylo. Et on pourrait réfléchir aux questions que va maintenant nous poser Célia. Ok, challenge accepted. Et on vous invite à faire de même. Et si vous y arrivez, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé sur Instagram. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez appris de l'expérience. On serait ravis de savoir comment ça s'est passé pour vous. Grave. Célia, du coup, elle est en école de commerce en alternance. Et elle va nous parler de notre gestion du temps de façon pratique. Let's go. À quelle heure est-ce que tu t'es couché hier ? Après une journée bien remplie, peut-être que comme moi, tu as déjà retardé l'heure du coucher pour regarder juste un épisode de ta série préférée ou pour scroller juste 10 minutes sur Insta. Sauf que voilà, il est désormais 3h du matin et tu finis seulement par tomber dans les bras de Morphée. Ce phénomène psychologique a un nom, la Revenge Bedtime Procrastination. Traduit en français de manière très très moche et approximative, ça donne la procrastination du coucher par vengeance. Très différent de l'insomnie, les personnes qui sont touchées par ce phénomène n'ont pas de problème à s'endormir. Elles ont simplement choisi de ne pas le faire. Alors moi qui suis touchée par ce phénomène, et pas qu'un peu, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que je procrastine autant quant à mon heure de coucher ? J'ai trouvé 3 raisons. Déjà, on est beaucoup à se plaindre que l'on est fatigué, moi la première. Alors si nous sommes si fatigués, pourquoi est-ce qu'on rechigne tant à aller se coucher ? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette formule fourre-tout « je suis fatigué » ? Il y a certainement un peu de fatigue physique, mais je pense que la plupart du temps, il s'agit plutôt de fatigue mentale ou émotionnelle. En fait, la Revenge Bedtime Procrastination est peut-être une façon à court terme d'échanger du repos physique contre un repos mental. Un arbitrage qui est délicat car comment prioriser entre repos mental et repos physique ? La Revenge Bedtime Procrastination, ça peut aussi être une façon de reprendre le contrôle sur le temps de ma journée. Un acte de rébellion dans des journées métro, boulot, dodo qui ne laisse pas de place pour des loisirs personnels. Mais là encore, il y a un pépin. Il suffit de se pencher sur ce qui nous tient éveillés. Netflix, YouTube, Instagram, TikTok. Et quand je me surprends en train de scroller pendant plus d'1 heure sur Instagram sans pouvoir m'arrêter, je me sens tout sauf au contrôle. Pire, l'addiction me fait tomber dans un cercle vicieux. Je me couche tard, je me réveille tard, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour moi. Je revenge bedtime procrastine. Enfin, si on creuse encore un peu plus la réflexion, est-ce que le fait de revenge bedtime procrastinate n'est pas symptomatique d'une peur du lendemain ?
Les nombreuses sources de stress dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse des problèmes mondiaux comme les conflits politiques ou le changement climatique, ou des soucis plus personnels comme les problèmes financiers ou relationnels, peuvent nous rendre anxieux à l'idée de faire face à un nouveau jour. Retarder l'heure du coucher nous permettrait donc d'éloigner artificiellement un lendemain qui nous semble trop dur à affronter. À ce rapide tour d'horizon, il semble évident que les causes de la revenge bedtime procrastination sont plus profondes qu'au premier abord. Ainsi, prendre le temps de l'introspection et identifier les causes profondes pour lesquelles on repousse inlassablement l'heure du coucher constitue pour moi la première étape si l'on souhaite lutter contre le phénomène et commencer à chouchouter son cycle circadien. Alors ce soir, alors que tu te glisses sous ta couette, au lieu de sortir ton téléphone ou ton ordi, mon invitation pour toi est de prendre le temps de la réflexion. Est-ce que j'essaie de fuir quelque chose ? De quoi ai-je peur ? Est-ce que j'ai besoin d'une trêve dans un quotidien surchargé ? D'assurance pour mon avenir ? D'espoir dans un monde qui semble courir à sa perte ? Je vous laisse sur ces questions. Discussion au comptoir. Merci Célia pour ces pistes de réflexion pratique. Qu'on n'ait pas trop de temps, comme on en parlait avec Manon, ou pas assez, comme le disait Célia, finalement c'est le même problème, on ne gère pas spécialement bien, et on retrouve cette notion de fuite de la réalité du temps qui passe. Et j'ai une question pour toi, Colline. T'as besoin de combien d'heures de sommeil par nuit ? Oula, pas beaucoup. Je pense que la moyenne de mes nuits est à peu près autour de 5h30, 6h, et en vrai, ça me suffit plutôt pour assurer la journée après. Pas mal. Bah ça m'impressionne, et ça m'impressionne de ouf même. Mais en réfléchissant, après je me dis que quand on dit qu'on a besoin de 8 ou 9 heures de sommeil, on passe pour des faibles. Quand j'étais plus jeune, moi je voulais trouver des techniques pour arriver à dormir 4 heures, pour pouvoir en vivre 20 pleinement éveillé. Mais en fait ça, c'est nier ce que ça veut dire être humain, c'est-à-dire être des personnes limitées. Ouais, en même temps, c'est vrai que les heures qu'on a dans notre journée, elles sont bien remplies. Si par exemple tu dors 8 heures, que tu travailles 7 heures, que tu es 2 heures dans les transports, que tu veux passer du temps avec tes amis, faire du sport pour travailler ton summer body, être investi dans une association aussi par exemple, en fait c'est impossible de tout faire rentrer dans l'emploi du temps. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on considère que chaque minute de notre temps doit être productive. Et peut-être qu'une réponse à pourquoi on tombe dans le cercle vicieux du scroll infini d'Instagram, Netflix, YouTube, c'est parce qu'on a besoin d'arrêter cette course, qu'on a besoin de faire quelque chose d'inutile. Sauf que comme le disait Célia, on perd le contrôle de notre temps, et même quand on scrolle, on n'est pas au contrôle, quoi. Ouais, en fait, ça pourrait être cool de se poser quelques minutes et réfléchir à nos limites pour en fait mieux les gérer au final. Et accepter de faire des choix et de ne pas culpabiliser de ne pas être productif. Ouais, alors on a proposé un premier défi qui était d'affronter 1 heure d'ennui, et après ça, ce serait cool qu'on se propose un nouveau défi, et si on identifiait une de nos limites. Ce serait quoi par exemple toi, une de tes limites ? Je pense que ça pourrait être le fait de toujours vouloir voir des gens. Enfin, le besoin que c'est important de toujours voir des gens, en tout cas. Ouais. Ok. Moi, je pense que j'arrive pas à me coucher tôt, ou même à une heure raisonnable, même si j'ai pas grand-chose à faire. Psychologiquement, j'ai pas envie. Pour vous laisser le temps de réfléchir à tout ça, on fait tout de suite une pause musicale, offerte par Daniel. Daniel, il est étudiant américain, et il vient de l'Indiana. Et il est actuellement en France pour faire son Master 1 de sociologie.
Vous arrive-t-il de culpabiliser sur la manière dont vous utilisez votre temps? Peut-être est-ce parce que vous avez un mauvais rapport avec le temps. Dans la Bible, le repos, c'est ce qui rythme la mesure du temps. C'est ce qui donne le tempo pour que notre vie soit une danse avec Dieu. Le temps, c'est genre un des premiers sujets qu'on trouve en ouvrant la Bible. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre en 7 jours. Imaginez, le Dieu tout-puissant, omnipotent, comme on dit dans le jargon. Il peut tout faire comme il veut, quand il le veut. Vous croyez vraiment qu'il a besoin de 7 jours pour créer le monde ? Quelle que soit la manière de comprendre ces 7 jours, littérale ou poétique, Dieu aurait pu créer le monde immédiatement, en claquant des doigts. Clac, boum, c'est fait. Non, quand on arrive à la fin du premier chapitre, après les 7 jours, on a ce sentiment de travail bien accompli, soigneusement effectué, car Dieu a pris son temps. Et en plus, à la fin, le 7e jour, il se repose. Franchement, vous imaginez ça de Dieu ? Bah oui, vous imaginez certainement parce que c'est un texte hyper connu, mais quand on se pose 2 minutes, c'est surprenant. Pourquoi Dieu se repose ? On a un Dieu qui fait les choses de manière progressive, qui prend son temps pour œuvrer, alors qu'il pourrait le faire de manière instantanée. Et à l'ère de l'instantané, il y a de quoi nous poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de se reposer ? Ça ne veut pas dire qu'il glandouille passivement, mais c'est plutôt qu'il se pose pour profiter de ce qu'il vient de créer. Et en particulier, en profiter avec les humains. On a une image de ce que c'est que se reposer avec le jardin d'Éden. Les humains peuvent profiter de tout ce qu'il y a dans ce jardin, les fruits, etc. Et Dieu vient se promener pour leur faire un petit coucou. Bon, après, avec l'arrivée du mal dans le monde, les humains sont exclus du jardin d'Éden. D'une certaine manière, ils sont privés du repos de Dieu. Mais la notion de repos va quand même rester, mais va devenir une promesse. Bien des siècles après le jardin d'Éden, voire des millénaires, ce principe d'un Dieu qui se repose est au cœur d'un des 10 commandements. Le texte qui nous intéresse de près pour cette chronique qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, que je vais vous lire. Pense à observer le jour du sabbat, et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Au sein des 10 commandements, celui-ci est assez particulier. Il est long, il a une justification, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, etc. Et il est aussi à la croisée des 2 parties des 10 commandements. Si vous regardez le chapitre d'Exode 20 en entier, vous verrez que les premiers commandements concernent la relation avec Dieu, et les derniers, les relations avec les autres êtres humains. Le commandement du sabbat fait la jonction entre les deux, en instaurant à la fois un jour qui est pour Dieu, mais qui est aussi un jour de repos pour tous ensemble. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Ce qui en fait le commandement au cœur des 10 commandements. Et pour bien saisir l'enjeu de ce commandement, il faut se replacer dans le monde d'alors. On était dans une société plus rurale et agricole où les gens dépendaient beaucoup plus directement du travail de chacun sur la terre que Dieu avait créée pour se nourrir. Ce n'était pas un salaire qui tombe à la fin du mois, c'est « est-ce que je vais pouvoir manger au jour le jour ?» Si je suis malade ou fatigué, mon champ et mon bétail ils s'en fichent bien. Donc s'arrêter un jour sur 7 n'était pas quelque chose de facile, mais demandait un pas de foi. Alors pourquoi Dieu demande cela ? Eh bien, parce que c'est libérateur. Car Dieu est le Dieu de la création dont dépend l'homme pour se nourrir. La terre est une sorte d'intermédiaire de Dieu pour prendre soin de nous. Mais de manière ultime, c'est de Dieu dont dépend l'homme. Et prendre un jour de repos est une manière de marquer cette dépendance à Dieu. On peut s'arrêter parce que Dieu continue de prendre soin de nous. On peut s'arrêter parce que Dieu continue de faire tourner la terre autour du soleil. On peut s'arrêter pour profiter parce que c'était le but, s'arrêter pour profiter du jardin d'Éden ensemble et avec Dieu. Le sabbat nous montre que le travail n'est pas une fin en soi pour qui que ce soit. Dieu, en revanche, l'est. Il faut aussi comprendre ce sabbat dans le contexte de la libération d'Égypte, où le peuple hébreu était esclave. Vous savez, le prince d'Égypte, tout ça. Si le peuple a été libéré, ce n'est pas pour devenir esclave du travail. Le travail n'est pas l'aboutissement du temps, c'est Dieu qui l'est. Le sabbat nous montre quelque chose de la finalité de la vie. Dieu. S'arrêter pour se rappeler que Dieu a créé les hommes pour vivre dans sa création. Tout ça, ça donne un cadre, une limite pour nous aider à bien vivre et à nous tourner vers Dieu.
Oui, la limite est bonne, même si c'est pas sexy de dire ça de nos jours. Nous ne sommes pas autonomes, indépendants. On dépend de plein de choses et de plein de gens, et de manière ultime, on dépend de Dieu. Et plus on cherche à se défaire de nos limites, plus on se les reprend dans la face à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, notre rapport au temps a été complètement chamboulé par les progrès technologiques. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point ils influent sur notre perception du temps. Ils impriment notre rapport au temps. Et je ne milite pas pour revenir à l'âge de pierre, mais on peut s'interroger sur ce que ces progrès font chez nous. Depuis tous les temps, on a toujours voulu dépasser nos limites. Mais aujourd'hui, le progrès nourrit notre volonté de puissance avec plein de nouvelles potentialités. Et notre gestion du temps est peut-être une des expressions de cette soif de dépasser sa condition. Imaginez comment l'on vivait avant l'arrivée des téléphones portables. Si vous vouliez écrire à quelqu'un, il fallait envoyer une lettre. Ça prenait quelques jours pour arriver, quelques jours pour que la réponse revienne. Maintenant, avec la généralisation de la visioconférence, on peut être presque partout et tout le temps. Ce qui ne nous fait pas que gagner du temps, ça a créé de nouvelles attentes, le tout instantané. On s'attend à ce que tout puisse prendre moins de temps et qu'on puisse faire toujours plus avec notre temps. Comme si l'on cherchait à s'affranchir de nos limites spatio-temporelles. Sauf qu'au bout d'un moment, on craque. Il y a plein de méthodes de gestion du temps, avec plein d'articles, de vidéos, d'astuces pour augmenter sa productivité et enfin être au contrôle de son temps. Si ce thème de gestion du temps résonne autant avec nous, n'est-ce pas parce que quelque part, dans le contrôle de notre temps, nous avons une motivation de nier notre mortalité, nier notre finitude, notre condition de créature limitée, se faire nous-mêmes notre Dieu moderne. Car le sens de la vie, c'est d'être productif. Combien de fois on dit qu'on aimerait qu'il y ait plus de 24 heures dans une journée? Même notre repos, nos loisirs doivent être productifs, c'est dire. Et ça finit par être écrasant. Ensuite, tout le temps qu'on gagne, on le perd en s'engouffrant dans le vacuum temporel de scroller sur Insta, TikTok pendant des heures. À la fin, on se sent fatigué, vidé et on culpabilise. Et cette culpabilité, elle fait qu'on perd la motivation d'user de notre temps avec sagesse. Et on sombre dans la procrastination. Et on culpabilise encore plus. À se demander si les réseaux sociaux, ce n'est pas en fait notre drogue pour échapper au temps et à la pression qui va avec. Alors que faire? Il me semble que cette culpabilité vient accentuer le fait que le temps nous place face à notre finitude. Parce qu'on ne peut pas empêcher le temps de s'écouler, qu'on soit productif ou non. À la fin, il y aura toujours le règne de l'asticot sur notre corps en décomposition. Sauf si ce n'est pas vraiment la fin. Sauf si Dieu est au contrôle de notre monde. Dans ce cas, on peut être au calme, parce que le créateur du monde est toujours aux manettes. On peut dormir tranquille, on peut s'arrêter, parce que Dieu ne dort pas. Dieu est la condition nécessaire pour le repos. Il me semble que le sabbat, on s'abalèque pas, hein. Non mais Caillou, tu t'es cru dans l'épisode sur l'humour? On n'a pas le temps pour tes jeux de mots pourris. Un bon millénaire après l'arrivée de ce commandement du sabbat, Jésus-Christ a affirmé qu'il était le maître du sabbat. Et une manière de comprendre ça, c'est qu'il vient offrir le vrai repos. Le vrai repos, c'est de reconnecter avec Dieu pour profiter de qui il est et de qui on est vraiment avec lui. Donc avec Jésus, c'est un peu comme si le repos s'étendait à toute la vie. Une vie où l'on apprend à connaître Dieu par la foi en Jésus. Et concrètement, prendre un jour de break par semaine où on fait des trucs centrés sur Dieu, il me semble que c'est toujours une bonne idée. Et si le repos à la base c'est de profiter de la création avec Dieu, j'ai du mal à imaginer ce break en absence totale de nature. Une balade en forêt, une sieste dans un hamac dans son jardin, ou arroser sa plante verte en pensant à Dieu. Plein de manières de faire sabbat. Maintenant dans la vie de tous les jours, il me semble que le sabbat c'est aussi une way of life. Et si on prenait notre temps, comme Dieu a pris son temps pour nous créer? Ne soyons pas trop pressés, avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos objectifs, nos attentes et tout le bazar de nos vies. Et finalement, dans ce sabbat comme way of life, il y a la prière, qui devrait prendre plus de place que ce qu'elle a, honnêtement, si vous pensez que Dieu est important. Parce que la prière, c'est comme le sabbat. C'est centré sur Dieu, et ce n'est pas productif. C'est peut-être pour ça qu'on prie si peu. On pense que c'est une perte de temps. C'est pas prier qui va faire que ma liste de to-do va se cocher. Pourquoi? Parce que c'est relationnel. Dieu sait tout, il ne découvre pas ce qu'on lui dit, mais il prend plaisir à écouter ce qu'on lui confie. Par contre, lui, de son côté, il coche tous ses to-do, donc c'est plutôt cool. C'est juste qu'il a pas peur de prendre son temps non plus. Prier, c'est comme prendre un café avec Dieu. Ce n'est pas productif, mais c'est une bonne pause. Et en même temps, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. La Bible au comptoir.
La Bible au comptoir. Caillou, qui nous a apporté la chronique biblique, travaille pour les groupes bibliques universitaires et on le remercie pour ses réflexions bibliques qui nous permettent de réévaluer notre rapport au temps et sous un autre point de vue. Ouais, merci. Et en plus, on a une réponse à ta question de tout à l'heure. Est-ce que c'est juste rassurant de savoir qu'un Dieu contrôle le temps ? Ouais, et en fait non, il y a quelque chose de plus. C'est aussi libérateur de comprendre et d'accepter qu'on n'en est pas maître. Et en plus de ça, Dieu encourage son peuple à se reposer avec le jour du sabbat. Et ça montre bien que le but n'est pas la productivité en soi, que ce soit le travail ou juste l'activisme qui font qu'on est toujours occupé. Et pour nous aujourd'hui, Caillou nous incite plusieurs fois à nous arrêter pour profiter, sur le modèle de Dieu le 7e jour, qui s'arrête pour profiter de la création qu'il vient d'établir. Oui, en fait, ça rentre un peu en contradiction avec les occupations des gens aujourd'hui. Rarement on s'autorise une pause pour profiter. On cherche plutôt à obtenir plus de temps, ou alors lorsqu'on en a, on le gaspille avec des choses qui en fait ne nous satisfont pas. Mais du coup, avec cette nouvelle vision, on s'affranchit un peu d'une responsabilité qu'on s'imposait. On n'est plus esclave du temps qui passe. Donc en fait, si on résume, on peut dire que le temps qui s'écoule, il est plus supportable quand il y a une distraction. Et on cherche donc à fuir l'ennui pour avoir l'impression d'être maître de notre temps. On fuit de la même manière l'ennui et une surcharge de travail. Et au final, on gaspille notre temps parce qu'on n'en profite même pas. On vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que ça change si ce n'est plus nous, le maître de notre temps, mais Dieu ? Et du coup, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir ce que ça va vous apporter, les réalisations des 2 défis. Passer 1 heure sans aucune distraction et l'identification d'une de vos limites. Merci de nous avoir écoutés et merci Laurie pour ces réflexions. Merci à toi Colline et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Salut. À bientôt, salut. Le comptoir, le podcast des GBU.